Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans Nouvelle Donne. Comme invité ce soir, vous pouvez l'apercevoir sur votre plateau, le professeur Mampouya, un homme de grande expérience politique dans notre pays qui n'est plus à présenter. Depuis bien des décennies, le professeur Mampouya participe activement à la marche de notre pays par rapport à son expertise politique et d'homme d'université, comme on dit, un universitaire lui-même. Professeur Mampouya, bonsoir. Bonsoir, Simplice. Et merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes ce soir. 2023, année calendaire, mais d'ores et déjà, on assiste à Kinshasa et même dans le pays à une sorte de branle-bas, des combats, mobilisation générale, comme pour tenter déjà de déblayer les terrains pour mieux faire les choses en 2023. En tout cas, des idées naissent ça et là. Et à Kinshasa, un groupe des professeurs viennent de monter au créneau en mettant en place une sorte de cercle d'idées ou on va dire cercle de réflexion et proposent leur initiative à travers une sorte de plateforme qui viennent de mettre en place, dénommée dynamique de la consolidation des acquis démocratiques. On va tenter d'y voir un peu plus clair avec l'invité de ce soir, le professeur Mampouya. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Ouais. D'abord, professeur Mampouya, pourquoi, alors que 2023, ce n'est pas demain, mais il y a une sorte de mobilisation générale des gens, des idées naissent ça et là, et vous aussi, vous n'êtes pas en reste. Oui, je vais, deux précisions par rapport à la présentation. Oui. Nous ne sommes pas un groupe de professeurs. Oui. Je me trouve dans ce groupe, mais c'est vrai qu'il y a des scientifiques, il y a des politiques, il y a des membres de la société civile. Ils ne viennent pas comme groupe ou comme institution. C'est des personnalités qui se sont mises ensemble pour réfléchir. Donc ils viennent des horizons divers. Il n'y a pas que des scientifiques et des professeurs. Non, il n'y a pas que les scientifiques. Oui. Il y a des membres de la société civile, il y a des politiques, il y en a. Il y a des avocats, c'est des membres de la société civile aussi. Deuxième précision. Une seconde, non, mais professeur. deuxième précision. Oui, laquelle? La deuxième précision, c'est que vous parlez du branle-bas de combat pratiquement. Nous ne sommes pas dans le branle-bas de combat, nous. Vous me parlez de... Ça, c'est l'affaire des politiques. Non, je vais préciser. Vous me parlez de 2023. Nous n'avons pas en perspective, nous, 2023. Non. Parce que nous ne battons pas. Pour nous, ce n'est pas une bagarre préélectorale. Pas du tout. Comme les autres. Oui, mais je ne tiens pas beaucoup à me comparer. Il y en a qui ont commencé à nous comparer et à nous insulter. On va peut-être revenir là-dessus. Nous avons réfléchi à la marche de ce pays. Nous savons que le décor trouve dans son fond véritablement la coalition FCC cache. Et nous savons toutes les amanités que l'on dit de cette coalition. On trouve qu'elle est, il y en a qui disent qu'elle est inutile. Moi je dis quand deux partenaires ou trois partenaires se mettent ensemble pour constituer une association, vous qui n'y êtes pas, vous n'avez aucun droit de dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Déjà ça montre que la culture politique congolaise ne vole pas très haut. Deux, trois partis... Les responsables religieux ont parlé dans ce sens. Mais ça ne les regarde pas. Deux politiques, ou trois politiques, ou quatre politiques se mettent ensemble, vous dites qu'ils n'ont pas le droit. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Et ça doit même disparaître. Les religieux, oui, mais voilà. C'est là que je ne comprends vraiment pas. Quelle est la logique qui pousse des gens? Cette coalition, pour les gens comme ça, elle est une chose conclue entre tiers. Ça ne les regarde pas. Les partis qui n'ont pas voulu s'y impliquer... Ça ne les regarde pas parce qu'ils ne sont pas partie prenante? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est critiquer l'action
de la coalition. Ça, ils ne les font pas. De ceux qui se sont mis ensemble. Ils en critiquent l'existence, la volonté des partenaires de se mettre ensemble. Ça ne se fait dans aucune logique et par rapport à aucune logique. Alors quand vous parlez des religieux, je suis en train de me demander quelle est la logique qui est à la base de leur critique. Cela, c'est vraiment périphérique, c'est pas grave. Maintenant, pourquoi nous pensons être dans le bon et vous vous engagez? Oui, nous nous engageons pas dans le même combat. Pas dans le même combat. 2023 ou 2030 ou 2004. Vous n'avez pas des repères? Non, non, non. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous constatons seulement la manière dont fonctionne notre État dans ces institutions. La manière dont ces institutions se sont pratiquement, je ne dis pas délitées, mais en tout cas, elles se sont paralysées au point où elles ne s'occupent plus, ou pas encore, des questions vitales et existentielles du peuple congolais. Elles sont embarquées dans des luttes politiciennes, dans des querelles, et là j'ai peur que les gens qui ont commencé à développer cette dynamique dangereuse ne mettent en péril même le mandat du président de la République, pourtant nouvellement élu. La coalition passe un an et demi. À côté de l'essentiel, vous voulez dire? Non, non, je vais expliquer pourquoi il nous semble qu'ils ne font pas ça. Le président de la République vient d'être élu il y a un an et demi. Il a encore 3 ans devant lui. On lui parle déjà des élections de 2023. Et on va donc le distraire du travail qu'il doit faire aujourd'hui. Lui et les autres institutions. Parce que ce sont des politiques qui vont être embarqués dans ce jeu-là qui est dangereux. Il a du travail sur la table aujourd'hui. On lui dit, distrayez-vous de ce travail-là, regardez 2023, venez avec nous, on va préparer 2023. On met la charrue devant le bœuf. Non, mais on implique l'État tout entier et la société dans un débat inutile pour le moment. Vous savez, je vais vous rappeler. Je vous en prie. On veut répéter. De 2011, les élections d'avant, aux élections de 2018, ça fait 10 ans pratiquement. Non, 2006. 2006. Les premières élections, jusqu'aux dernières élections 2018, on a eu quoi? Une douzaine d'années de débats à la congolaise. Kabila doit rester, Kabila désire, Poutine a eu facilité. De l'autre côté, Kabila doit partir, Kabila dégage, etc., etc. Pendant 12 ans. Je ne sais pas si les gens ils pensent, ça passe peut-être trop vite. Mais moi, ça m'a très fort marqué. Est-ce qu'on peut enfermer tout un peuple où il y a quand même des compétences, des gens bien et tout ça. On est comme tous les peuples, il y a des biens et des moins bien. Mais on nous enferme tous dans un débat comme celui-là. Et aujourd'hui, on entame le même jeu. On veut que dès aujourd'hui, on commence à parler. Donc, on aura fait 15-17 ans de débats politiciens, je ne dis même pas politique, de débats politiciens entre qui doit être là, qui avec qui, etc. Nous nous sommes dit, ce sont ces faux débats-là, ces égarements-là, ces errements-là, qui ont fait que nos institutions n'ont pas le temps de s'occuper de nos problèmes. Moi, j'ai réagi comme membre du peuple, citoyen congolais. Et j'ai dit aux citoyens congolais, je vois que beaucoup de gens, notamment à Kinshasa, mais j'ai vu que même dans le village, dans mon village en particulier, mon village est très loin, même les gens qui sont là-bas, ils sont toujours aux aguets de la politique. Je suis certain qu'ils se disent, oui, mais enfin peut-être en suivant la politique, nous saurons quand adviendra celui qui peut régler nos problèmes. Parce que depuis ce temps-là, ils n'ont pas été réglés. Je comprends très bien cette impatience-là, mais qui ne s'occupe pas que de la politique, qui les concerne, c'est vrai, mais dans laquelle ils n'interviennent pas. Alors on distrait comme ça les gens. On marche à contre-courant. Même pour leur petit boulot qu'ils peuvent faire pour nourrir la famille, chaque jour, ils ont la radio à
à l'oreille, la télévision, à Kinshasa, qu'est-ce que l'on dit? À tel, ils citent les noms des gens d'ici. Nous avons entendu, ils sont à près de 1000 km d'ici, hein, je parle de mon village. Prof, nous avons entendu qu'à Kinshasa, tel a dit ceci, il fait, mais enfin, voilà. On a engagé non pas seulement eux, la classe politique, s'ils veulent se distraire qu'ils le fassent, mais pas au détriment de nos problèmes vitaux. Quand est-ce qu'on réglera les problèmes des travailleurs qui produisent... les institutions en place au sein de la coalition se laissent aller, vous voulez dire? Maintenant, mais c'est pas seulement maintenant, je vous dis, c'est depuis longtemps que les institutions entraînées dans les débats politiciens ont été distraites de leurs tâches fondamentales. Mais vous savez, je n'accuse personne. Même tous les politiciens là, quand ils parlent, ils disent toujours, ah, ils ont oublié le social. Où est le social, etc., etc. Ça signifie quoi? C'est que les problèmes de la société, les problèmes des gens n'ont pas été résolus. Et ils disent même, la critique va plus loin, ils disent même que ça n'occupe pas quand ils veulent critiquer ceux qui sont au pouvoir. Donc c'est la vérité. Non, la même critique s'est faite au sein même de la coalition. Mais aujourd'hui encore, oui, oui. On l'a vu, alors, on l'a vu à travers les marches organisées dernièrement à Kinshasa. Les marches, ce n'était pas pour la population. Quelle marche pour la population? Il n'y a pas de marche pour le peuple. Non, les gens des caches ont marché de leur côté. Ils ont marché contre certaines initiatives. Oui, écoutez, contre certaines... Les FCC ont marché. Oui, oui, mais contre certaines initiatives... Et on a entendu ce genre de critiques. Mais toujours, parce que c'est la vérité. Ils le disent, croyant l'attribuer aux autres. Par exemple, ils sont membres de la coalition. De la part des gens qui sont ensemble. FCC cache et ils critiquent en disant que c'est les autres. Les uns se rejettent la balle aux autres. C'est réciproque, vous savez. Les gens disent au FCC, vous l'avez entendu souvent, non, non, mais ils ne respectent pas les accords. Tshisekedi ne respecte pas l'accord qu'il a signé avec Kabila. Mais moi, je ne connais pas cet accord. Hein. Je ne sais même pas s'il en existe un. Je ne le connais pas. Et j'allais dire à la limite que cet aspect purement politique-là ne me concerne pas, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que font les institutions qu'ils ont mises ensemble sur pied. Mais c'est les mêmes critiques, professeur. Oui. Une seconde. Les mêmes critiques au sein de la coalition, hein, de la part des uns contre les autres, concerne également le social des populations. Non, mais ils parlent du social, comme ça. Personne ne l'a jamais défini. Oui, mais quand on évoque l'instabilité de la monnaie. Oui, mais on n'a jamais démontré pourquoi la monnaie doit être stable au profit de la population. On critique comme une défaillance, comme un échec. Mais la flambée des prix sur le marché. Non, non, moi je ne suis pas là pour parler des prix du poisson, etc. Je parle de ces choses. C'est ça l'essentiel justement pour les populations. Non, mais moi je n'en parle pas, je ne suis pas aux institutions. Oui. Je ne vais pas vous dire comment je vais régler les prix d'un Piodi ou de tout. Je suis pas. Non, vous avez dit qu'ils sont. Mais tout à fait. Non, à côté de l'essentiel. Non, non. Ils ne sont pas à côté de l'essentiel, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire parce qu'ils sont distraits par un jeu malsain. Par qui? Non, mais c'est le propre même du débat politique congolais depuis très longtemps. C'est le même débat, je vous ai démontré, et j'aimerais que quelqu'un vienne dire le contraire. Depuis les élections de 2006, on est dans élection, parce qu'on conteste ces élections-là. On propose déjà un plan pour de nouvelles élections, etc. Et le débat se limite là. Et vous vous inscrivez contre cette façon de faire? Mais simpliste. Laissez-moi expliquer comment nous en sommes arrivés là. Je vous en prie, professeur. Merci bien. Et donc nous estimons que les institutions sont distraites par ce genre de jeu. Et donc elles ne peuvent pas. Nous n'allons pas jeter la pierre sur les institutions incapables ou tel dirigeant est incapable, etc. Ce n'est peut-être pas ça le problème. On l'a toujours dit, mais les Congolais sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme tous les autres peuples. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des compétents, il y a des moins compétents, etc. Comme partout. Il y a des hommes honnêtes, comme il y a de malhonnêtes même. Comme dans tous les peuples. Alors qu'on ne dise pas Congolais à Zamoutoute. Congolais à Zamoutoute, il est qui? C'est donc ça. Il faut donc savoir gérer
le Congo et les Congolais tels qu'ils sont, c'est-à-dire comme tous les autres peuples et tous les autres pays. Il faut se mettre en capacité de le faire. Et nous sommes rendus compte que la coalition actuelle, et les coalitions parce que les deux chefs ont voulu agir ensemble. Je vais vous dire pourquoi c'est méritoire déjà. Au profit du peuple. C'est méritoire déjà, pourquoi? Parce que le groupe du président Kabila n'avait pas besoin d'un apport cash pour gouverner. Il avait la majorité à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Elle pouvait donc, ce groupe pouvait donc gouverner. C'est passé de l'institution président de la République, sorti également des urnes. C'est pas ça. Le président ne gouverne pas de cette manière-là. Je voudrais dire ceci. Il n'avait pas besoin de l'apport cash pour former un gouvernement, le mettre en place pour qu'il travaille. Ils n'avaient pas besoin de ça parce qu'ils avaient la majorité. Et on disait que c'était incontournable. Qu'est-ce qui est incontournable? Coalition, cohabitation. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'est bon. Je ne dis pas que c'est incontournable. Ils pouvaient très bien travailler sans le cash. Mais pourquoi le cash s'est associé? Ça, c'est la volonté, encore une fois, méritoire du président Félix Tshisekedi. Seul? Non, on ne peut pas faire une association à soi. De leur côté. Je dis, c'est sa volonté qui a fait qu'il y ait cette rencontre de volonté entre le FCC, le président Kabila et Cash, qui était représenté et dirigé par le président de la République actuelle. Parce que les résultats des élections, c'était quoi? Les résultats des élections, c'était ce qu'on appelle la cohabitation. Le président de la République est élu, mais il n'a pas la majorité parlementaire pour être ensemble, et donc la majorité parlementaire fera le travail gouvernemental sans pratiquement le président de la République. Il serait là pour inaugurer les chrysanthèmes. Si vous voulez utiliser les termes sensationnels, peut-être, oui, mais il a évité ça justement. Et non seulement il a évité ça, mais en même temps, il a voulu réaliser quelque chose qui est tout à fait louable. C'est qu'il a quand même derrière lui des cadres, des combattants qui l'ont suivi, qui ont milité pendant 37 ans. Il arrive au pouvoir. Dans la configuration des résultats des élections, il ne pouvait même pas placer à une fonction, sauf dans son cabinet. Même un demi-vice-ministre, il ne pouvait pas. Ah bon? Le gouvernement aurait dû être tout entier FCC. Les gens qui vous regardent auront du mal à vous suivre, le professeur. Mais pourquoi ils ont du mal? Je dis des choses très simples, oui, dans un français très simple. Oui. Si le président de la République était resté... fondé sur la vérité. Je dis, non. Si le président la réalité des choses. Si le président de la République s'en était tenu au résultat des élections, il savait... Et lui, il le savait, parce qu'il a vécu et connu des pays dans lesquels cette situation s'était produite. Et où, plus que c'est à deux reprises, le président Mitterrand, à une reprise, le président Chirac ont connu cette situation où ils ont été présidents, mais à côté d'une majorité qui n'était pas la leur. Et donc, c'est cette majorité-là qui n'était pas la leur qui a formé son gouvernement sans les gens du président de la République. Les Français n'en sont pas morts, les deux présidents concernés n'en sont pas morts non plus. Ça a marché. Mais ça aurait marché chez nous. Ça aurait pu marcher avec la bonne volonté si le Congolais peut accepter qu'il soit là sans réaliser ses ambitions politiques, ses promesses politiques. Ça peut marcher. C'était imaginable, ça? Mais pourquoi pas? Je vous dis que les deux présidents l'ont fait. Voilà, on en arrive aux réalités congolaises. Et si vous voulez qu'on parle de réalité, il faut qu'on en tienne compte. En tout état de cause, telle était la volonté du président de la République, et telle était la volonté également de son interlocuteur, le président Kabila, qui de tout temps n'avait peut-être pas réalisé cela, mais d'une manière empirique, oui. Parce qu'il a fait quand même plusieurs fois des gouvernements d'union, etc. Plusieurs fois, malgré sa majorité, en 2006, en 2011, etc. Et donc, cette volonté-là, pour moi, était bénéfique. C'est une volonté pour mettre ensemble les Congolais de bonne volonté, qui aiment leur pays, qui ont la passion du Congo, qui aiment leur maison commune, pour se mettre ensemble, sortir leur intelligence, leurs compétences, leur énergie, les mettre ensemble. Ils sont tous Congolais, il ne faut pas oublier. Vous parlez comme le président Kabila, c'est les fondements même de la création du FCC. Hein? Ah. Je constate. Oui.
si c'est cela, c'est ma pensée depuis très longtemps, nous sommes dans un pays où il y a absence de véritable clivage. Idéologique, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a même pas d'idéologie. Aucun parti ne peut aujourd'hui vous exposer une vraie idéologie qui soit différente du voisin. Et même, les antagonismes vont loin là. Les antagonismes, les protagonistes de la classe politique congolaise, les adversaires sur la scène politique congolaise, souvent, ils se disent être de la même idéologie dont ils ne nous ont pas défini le premier mot. L'UDPS et le PPRD se disent tous sociodémocrates. Alors pourquoi sont-ils les plus grands protagonistes de la scène politique congolaise? Pourquoi? Tout simplement une question d'hommes. Il y en a qui sont au pouvoir et il y en a qui ne sont pas. Et même s'ils se retrouvent maintenant ensemble, les ambitions personnelles continuent de peser. Nous disons que cette coalition-là, aujourd'hui, doit agir comme coalition. Jusqu'à présent, elle est incontournable. Les dernières crises montrent bien que jusqu'à présent, elle n'a pas fonctionné comme coalition. Parce qu'ils se sont tirés dessus à boulet rouge, comme s'ils n'étaient pas partenaires d'une coalition. Alors vous venez réveiller leur attention. Nous venons éveiller leur conscience pour qu'ils prennent conscience et assument qu'ils ont créé une coalition, que c'est cette coalition qui est au pouvoir, ce n'est pas Tshisekedi seul. Ils doivent corriger les tirs. Ce n'est pas Tshisekedi seul, ce n'est pas Kabila seul, c'est cette coalition qui est au pouvoir. Et cette coalition doit s'assumer comme coalition et mettre sur pied les politiques publiques nécessaires à nos besoins, à notre vie. Ça veut dire quoi concrètement? Mais le gouvernement qui est là est un gouvernement FCC cash. Les politiques qui doivent être mises en place doivent être des politiques FCC cash. Mais il y a un programme commun. Je ne connais pas ce programme parce que s'il y avait un vrai programme, je le dis, je suis désolé, mais s'il y avait un vrai programme, toutes les réformes que les uns et les autres tentent d'initier maintenant ou prétendent initier auraient dû se faire au sein de cette coalition. Vous avez l'impression que... Elles auraient dû... Je n'ai pas l'impression. Oui, je n'ai pas vu... Vous avez le sentiment? Je n'ai pas vu. Non, je n'ai pas vu. Je constate. Je n'ai pas vu. Cela n'est pas fait. Je n'ai pas vu que dans les différents programmes, et même dans ce qu'on appelle le programme commun, il y ait projection de réforme quelque part. Aujourd'hui, on nous sort une réforme telle. Le président de la République, c'est vrai, il avait parlé, mais c'est dans son discours d'investiture, il a parlé de la réforme de la Constitution sur le nombre de tours d'élection du président de la République, l'élection des gouverneurs et des sénateurs, etc. Mais ça tourne autour de... Ce sont des réformes, c'est vrai, mais ce n'est pas la réforme de l'État dont on a besoin. Professeur vous savez, Mapouya, je vais vous dire pourquoi nous parlons de réforme de l'État. Tous les Congolais, y compris ceux qui sont au pouvoir, très souvent ils disent qu'il n'y a pas d'État. C'est vraiment un non-État. Pas seulement un autre droit, mais un non-État. Où est l'État, etc. Quand moi je roule, quand je vois les chauffeurs de taxi rouler, je regarde, je dis vraiment il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'État. l'État est mort au Congo. Il y en a qui disent l'État est mort. Moi je dis mais alors, si telle est la situation, et c'est vrai, si telle est la situation, pourquoi on ne construit pas l'État? On ne commence pas par reconstituer cet État, réfectionner l'État, et alors seulement à l'intérieur de l'État, on pourra voir les différentes institutions. Donc le moment est venu pour vous, la dynamique de la consolidation des acquis démocratiques, le moment est venu pour aller à des réformes, des nouvelles politiques publiques. Mais pourquoi ils sont là? Pourquoi sont-ils là? Moi je me demande, je vais finir par les interpeller comme ça, s'ils ne sont pas capables de se mettre ensemble, de s'organiser, parce que notre projet est là. Ils doivent s'organiser pour travailler comme coalition. Jusqu'à présent, ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas structurés. Mais vous leur proposez quoi concrètement? Il faut aller à des réformes. Laissez ma démarche. Hein? Laissez exposer ma démarche, que les gens comprennent bien. Moi, je ne suis pas un saute-mouton. Hein? Oui, ma démarche, elle est suivie, elle est logique. Cohérente. Oui. Et donc, nous disons que s'ils n'ont pas aujourd'hui de politique publique commune,
c'est qu'ils ne sont pas en coalition. Alors ils sont en coalition juste pour s'être partagés les postes gouvernementaux et maintenant les autres responsabilités au sein des entreprises publiques, etc. C'est un aspect, il n'est pas à négliger pour les politiciens. Mais le plus important, c'est qu'ils soient en coalition pour être forts ensemble et mener les politiques qu'il faut. Il y a des politiques fortes qu'un seul groupe ne pourrait pas faire. Il faut l'appui de tout le monde. Alors voilà pourquoi nous disons qu'ils doivent maintenant s'organiser en coalition véritablement, se structurer, avoir des cadres de travail communs, avoir des cadres de conception commune des projets et des propositions, avoir un cadre de conception commune des réformes à faire et confier à leurs institutions qu'ils dirigent, parce que c'est la coalition FCC Cash qui est la majorité qui gouverne. Alors, ils ont mis en place des institutions qu'ils donnent à ces institutions la matière de la politique. Qui sont aujourd'hui des coquilles vides, vous voulez dire? Qui sont des coquilles vides? Les institutions. Les institutions, il y a bien des gens là-dedans. Non, mais ils font les des contenus choses. Du point de vue des contenus. Non, mais ne me déroutez pas. Hein. Je suis en train d'expliquer pour nous quelque chose qui est vital. Tant que les actions de la coalition se limiteront à des réunions pour se partager, mais c'est vrai, ça fait avancer les choses. Et dernièrement, on a encore entendu qu'ils sont dans de bons termes maintenant parce qu'ils vont se réunir pour... Mais alors, s'ils sont capables de se réunir pour se partager, qu'ils montrent qu'ils sont capables de se réunir pour concevoir à notre profit des politiques et les réformes nécessaires au développement et au progrès social. Quels en sont les grands axes les quoi dans votre esprit de ces réformes, de ces nouvelles politiques publiques? Non, je ne dis pas que je vais me limiter, mais je vais approfondir mon développement sur ce qui doit être fait là immédiatement. Alors expliquez-nous. En ce moment-là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc la coalition se structure en véritable coalition. Parce que là, ils agissent comme s'ils étaient en cohabitation. Qu'ils se structurent. Parce qu'alors, en ce moment-là, les différentes propositions qui ont provoqué presque la calamité dans ce pays auraient pu être conçues au sein de la coalition. Mais ça ne peut pas se faire parce qu'ils n'ont pas un cadre pour cela. Il faut qu'ils aient un cadre de conception des politiques, un cadre de conception des propositions, un cadre de conception des initiatives législatives et institutionnelles. Et eux-mêmes, ils comprennent ce que je dis là parce qu'ils n'ont pas de suivi. Il y a un comité de suivi, mais un comité de suivi, ce n'est pas un comité d'action. C'est un comité de suivi qui voit comment les choses sont faites. Mais tant qu'il reste comité de suivi sans les cadres d'action, il ne suivra rien. Quand on dit que... c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce comité... Le comité est au point mort. Non, moi je ne sais pas s'il est au point mort. Ce comité existe parce que les partages continuent. Donc il existe, il n'est pas au point mort. Mais il ne fait que ça et il ne peut faire que cela. Aujourd'hui, vous demandez où se trouvent les dirigeants de la coalition. On va vous dire tel de FCC, tel du Cash. On ne voit pas la coalition elle-même, elle est où? Eux, ils comprennent très bien. Et s'ils sont de bonne foi, et je crois qu'ils sont de bonne foi, nous sommes en train de leur donner des béquilles dans notre intérêt à nous, peuple, population. Et donc, qu'ils structurent la coalition, que celle-ci ait des cadres de réflexion et d'action pour que sortent des initiatives législatives, des initiatives constitutionnelles et institutionnelles, etc., pour qu'on mette sur pied des politiques. Vous avez vu, je parle de certaines propositions de loi, certains projets de loi qui ont divisé la classe politique. En réalité, c'est des projets de propositions de loi qui auraient pu être conçus au sein de la coalition et n'auraient posé aucun problème. Je vous le dis, la main sur le cœur, elles n'auraient posé aucun problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Elles sont nées au sein de la coalition FCC Cash par l'action de l'un des partenaires. Elles ont été combattues au sein de la coalition FCC Cash par le partenaire, par l'autre partenaire. Tout simplement parce que ça vient de l'autre. Ça vient de l'autre. Et nous sommes donc dans l'esprit encore de la politique combat
guerre pour gagner, exclure l'autre. Nous les poussons à réfléchir au-delà de ça. La politique, ce n'est pas ça. On nous a dit, c'est vrai, l'Occident nous a dit, la démocratie, c'est ça, vous gagnez, vous écartez tous les autres, vous dirigez. Eh bien, nous avons réfléchi en voyant le mauvais côté de cette conception faussement démocratique pour dire, c'est pas ça la démocratie. Pas du tout. La démocratie, c'est pas je suis majoritaire, c'est moi qui dois diriger, vous mettez-vous de côté. Mais les Congolais, il va se mettre de côté pourquoi? Pour quelle raison? Il n'a pas d'idée. Il n'a pas derrière lui toute une représentation qu'il assume. Mais sous d'autres cieux, ça marche, hein? Sous d'autres cieux, vous voulez me dire en Occident? Oui. Mais oui, mais c'est l'Occident. Je peux entrer dans une histoire très longue pour expliquer pourquoi ça, en Occident, ça donne l'impression de marcher. Pour être bref, en Occident, ils sont déjà d'accord sur les fondamentaux de leur société et de leur État. Ici, qui a défini les fondamentaux chez nous? C'est pas fait. Et nous sommes donc à la recherche du vent. Les Occidentaux peuvent aujourd'hui, la politique en Occident aujourd'hui, ce n'est plus une question de vie ou de mort. Les élections en Occident, ce n'est plus une question de vie ou de mort. Mais quand approche l'heure des élections ici, tout le monde est inquiet, on est en insécurité. Parce qu'on sent une sorte de préparatifs de guerre, pratiquement. Voilà, j'ai parlé des combats. Mais c'est ce que je dis. Ce n'est pas demain, pourtant. C'est cette fausse conception-là qui fait qu'il faut se préparer à la guerre, et même pendant les campagnes, il y a beaucoup de violence, etc. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans cette conception que l'Occident nous a imposée, faussement universelle, imposée par l'Occident, si je perds, je suis foutu. Moi et les miens, c'est pas seulement moi. Moi et les miens, on est perdus. Les anglo-saxons disent « winner takes all ». Le vainqueur prend tout. Prendre, c'est pas gagner. Il gagne, mais il prend. Et le perdant, lui, il est nulle part. Alors pour rester, pour rester dans le cadre de la dynamique, la consolidation des acquis démocratiques, votre constat, je vous suis attentivement depuis le début de l'émission, votre constat, c'est qu'on parle coalition au Congo, mais en fait, ils sont dans la cohabitation. Mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que nous doivent revenir à une vraie coalition. Je ne sais pas à quoi ils doivent revenir, mais disons que s'ils veulent être dans la coalition, ils doivent organiser la coalition. Je peux donner des exemples étrangers. Je parle notamment de la France, que les gens suivent beaucoup ici. Hein. Il y a des Congolais qui connaissent mieux la politique française que la politique congolaise. Parce que peut-être elle est plus clarifiée là-bas, et ici elle est dans la boue ou dans les nuées. Mais on sait très bien que quand François Mitterrand et les socialistes ont gagné les élections, ils les ont gagnées pas tout seuls, mais avec d'autres forces ensemble. Ils avaient leur programme commun, hein, et ils ont formé leur gouvernement ensemble parce qu'ils ont gagné et les législatives et la présidentielle. Et lorsqu'ils ont perdu les législatives, les gens de droite avaient aussi une coalition, ils ont fait leur gouvernement, ils ont continué. Et ils appliquent. Pour être plus proche, on a entendu le président Macron, avant lui Hollande, faire des promesses de campagne, des promesses électorales, et quand ils entrent au pouvoir, ils commencent à appliquer. Des projets de loi viennent, des projets de réforme viennent pour exécuter, appliquer les promesses qu'ils ont faites, les propositions qu'ils ont faites aux électeurs. Chez nous, rien de tel. Et nous voulons tout simplement, je voudrais maintenant vraiment simplifier les choses. Oui, je vous en prie. La coalition ne fait pas ce qu'elle doit faire parce qu'elle ne s'est pas dotée de cadres pour cela. Ils comprennent très bien. Alors quel est le cadre que vous leur proposez? Non, qu'ils fassent un cadre commun de réflexion. Moi, je ne vais pas leur dire... Ils doivent se parler à nouveau. Ce n'est pas se parler, ils se parlent. Quand ils veulent partager, ils se parlent. Ils ont un cadre pour cela, le comité de suivi. Mais ils doivent créer au niveau des institutions, au niveau même de la coalition, des cadres de travail en commun. Des cadres de travail en commun. Par exemple, au niveau parlementaire, il y a des groupes parlementaires. Et les gens du FCC... Moi, j'ai entendu un responsable politique, Cash,
de l'IDPS, le secrétaire général par intérim, dénonçait même le fait qu'ils ne se parlaient plus. Vous savez, pour moi, c'est un épiphénomène. Je suis en train d'expliquer pourquoi... Au sein de ces comités de suivi. Oui, maintenant, ils vont encore se parler. Ils l'ont dit, même lui, il l'a dit. Je voudrais dire tout simplement que... expliquer pourquoi, justement, ils ne se parlent plus. Ils travaillent dans une fausse coalition, qu'ils mettent sur pied la vraie coalition. Ils comprennent ce que je veux dire, parce que quelques-uns parmi eux le disent aussi. Maintenant, c'est nous, les bénéficiaires de la politique de l'État, qui devons légitimer l'État, qui les poussons à... je ne dis pas les obligeons, les poussons à le faire. Parce que ce sera bien aussi pour eux. Mais il y a des forces centrifuges qui ne les encouragent pas dans ces sens-là. Non, mais ça... notamment les responsables religieux. Mais ils ne doivent pas se laisser distraire par cela. Ils ne doivent pas se laisser distraire. Moi, je suis catholique, et je dis catholique assumé. Je dis vraiment assumé. Parce qu'aujourd'hui, il est de bon ton de dire, ah, ces catholiques-là, moi je suis de tel pasteur, de tel prophète, de tel... Moi, je ne suis pas de tel pasteur, de tel prophète. Je suis de l'Église catholique. Et j'assume et ma foi et ma pratique. Mais quand l'Église fait des choses qui ne me plaisent pas, je le dis. Et là, je crois que... Comme c'est le cas, vous ne partagez pas leur opinion. Je le dis toujours. Et là, je crois qu'ils se sont un peu égarés. Ils devaient être vraiment rassemblés. Ah, vous dites qu'ils se sont? Ils se sont égarés. Bon, ah, vous ne mâchez pas vos mots. Mais pourquoi je mâcherais les mots? Tout le monde connaît l'indépendance, mon indépendance d'esprit. Je n'ai pas de langue de bois. Il y a trop d'immixtion de la part des... Mais je parlais tout à l'heure des gens qui disent les responsables catholiques. Il ne doit pas y avoir la coalition et tout ça. À la suite, l'Église protestante. Mais, je ne vais pas entrer dans les relations entre les églises. Je parle de notre initiative et pourquoi nous avons fait ça. Hein. Restons-en là. Et maintenant qu'ils sont en train, ensemble avec les autres, à dire mais cette coalition-là, ils ne doivent pas être ensemble, qu'ils se séparent. Pour quelle raison? Est-ce que ça regarde l'Église? Ah bon? Par exemple. Non, est-ce que ça regarde l'Église? C'est vrai, la vie des gens regarde. C'est pas leurs oignons, hein, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est critiquer l'inefficacité de cette coalition. Mais pas de dire tel doit se débarrasser, tel autre et tout ça. Pour quelle raison? Ils ont voulu être copains. Je veux dire, je prends un langage tout à fait ordurier. Ils veulent être copains. Vous vous dites non, vous ne soyez pas copains. Mais dites, bon, si vous voulez être copains, faites des choses, qu'on les voit. Insistez là-dessus. Et c'est ça que nous faisons. Et donc, qu'ils fassent ça, et en même temps... Vous êtes dans une autre démarche. Ben oui, rien à voir avec ça. Avec ceux-là qui préconisent les dialogues. En plus, maintenant, ça c'est autre chose. Vous n'êtes pas dans les dialogues. En plus, ils doivent faire la réforme de l'État. Parce qu'elle n'est pas faite. Et parce que l'État, comme disent beaucoup de gens, n'existe pas. Un non-État. J'ai encore lu une vidéo hier qui montre un grand responsable politique qui dit, comme nous, pour créer un État de droit, il faut d'abord qu'il y ait un État. Hein? Alors, pour créer... le préalable. C'est le préalable. Et ce constat n'est pas faux. C'est le nôtre, nous l'avons dit. Il faut donc vraiment qu'il y ait un État capable de fonctionner et de remplir ses missions qui sont relatives au développement du pays, au bon fonctionnement de l'État, au développement du pays et au progrès social, au profit des populations. Ça passe par la révision de la Constitution, non? Mais tout à fait. Pourquoi on doit avoir peur de la révision de la Constitution? Comment il se fera? Je vous ai dit tout à l'heure... Vous avez parlé des cadres. Dans quel cadre? Non, mais attendez. Je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République lui-même a parlé de la révision de la Constitution sur certains points. Hein, il y en a qui en font un sujet tabou. Non, mais ils ont tort. Une Constitution, elle est faite pour être révisée quand c'est nécessaire. Elle est faite pour cela. Et c'est le moment? C'est le moment, ça a pu être le moment. Il y a quelque temps, on ne l'a pas fait. Bon, mais on ne va pas toujours dire c'est pas le moment et puis jusqu'où. Et si aujourd'hui, la vraie réforme de l'État voudrait que l'on touche à certaines dispositions de la Constitution et on doit y toucher, on le fera. Au sein des institutions comme le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais une révision ne se fait pas en dehors de l'État, elle ne se fait pas en dehors des institutions. Elle se fait au sein de l'État. L'initiative est entre les mains
des institutions. Ce sont elles qui votent. Et elles peuvent aller au peuple pour le référendum, mais ça ne se fait qu'au sein de l'État. Donc ça ne pose aucun problème. C'est incontournable à vos yeux aujourd'hui. Les réformes... C'est incontournable à vos yeux aujourd'hui, professeur Mapouya. Moi, je précise les choses. Oui. Quand vous me dites c'est, je ne vois pas ce que c'est. Je vous dis, la réforme de l'État nécessite qu'on touche à la Constitution. Et dans nos propositions, nous indiquons quelles sont les dispositions constitutionnelles. Ces propositions, nous les présenterons. Lesquelles? Non, on ne va pas entrer là-dedans. Vous m'avez dit, on va parler du bien fondé de l'initiative. Oui. Ces propositions, nous les tenons à la disposition de toutes les institutions et de tous les leaders politiques. Nous leur apportons ça. Vous avez du boulot, hein? Mais oui. Nous, au moins, nous cherchons à travailler. Et donc, qu'ils fassent ça. Et qu'on réforme notre État pour qu'il soit un État solide. Comme ça, ces institutions seront capables de faire leur travail, de gouverner, de faire progresser ce pays, etc. Attendez, vous, les groupes, vous avez dit, il y a la société civile là-dedans, il y a des scientifiques, des professeurs, il y a des politiques là-dedans. Donc, vous leur donnez des ingrédients, mais c'est à eux de préparer la soupe. Mais il n'y a qu'eux qui doivent le faire. Ouais. Il y a deux sortes d'acteurs. Vous n'y serez pas. Il y a deux sortes. Moi, je ne suis pas dans les institutions. il y a nos membres qui sont, par exemple, au Parlement. Il y a 2, 3 ou 4 députés. Ouais. Ils travailleront à ce niveau-là. Ils vont donner leurs idées à ce niveau-là. Nous, comme cadres extérieurs aux institutions, nous ne pouvons que donner... Mais intéressés. Intéressés parce que le peuple, oui. Mais je ne peux pas être congolais, ne pas être intéressé par la marche de mon État, de mon pays. Voilà pourquoi je parle et avec force, avec hauteur pour cela. Dans une démarche cohérente, scientifique. Personne ne peut me dénier le droit de parler. Vous n'êtes donc pas en phase avec ceux-là qui disent, bon, réforme, mais dans un dialogue. On n'a pas besoin de dialogue, non. Je ne vais même pas entrer là-dedans. Parce que notre démarche, elle est claire. Nous proposons cela aux leaders politiques et aux institutions et à ceux qui animent ces institutions, c'est-à-dire les membres de la coalition. Nous leur disons, pour que vous soyez vraiment capables de réaliser notre bien à nous les populations, organisez-vous comme coalition. Cessez de vous comporter comme des adversaires. Vous n'êtes pas des adversaires. Demain, si votre coalition, si le gouvernement actuel, y compris le président Tshisekedi, échoue, ce sera l'échec de la coalition et c'est cash. Que personne ne se trompe. Est-ce qu'ils comprennent tous les deux? Que personne ne se trompe. Ça, c'est leur problème, mais nous leur disons ça. Parce que c'est comme ça que le peuple l'entendra. S'ils ne le savent pas. Il y en a qui, de part et d'autre, incitent pratiquement à la division, vous le disiez tout à l'heure, ils ont tort, et ils commettent des fautes, qui ne croient pas qu'aujourd'hui, demain, il y a l'échec de ce qu'ils ont fait ensemble, l'un d'entre eux va devenir le vainqueur, ce n'est pas vrai. Ils seront tous battus. Un troisième larron va sortir, je veux dire, un autre groupe sera là, qui pourra dire, mais vous les avez vus ensemble? Voilà ce qu'ils n'ont pas fait. Voilà ce que nous allons le faire. Et c'est ce groupe-là qui sera vainqueur, pas l'un d'entre eux au détriment de l'autre. Ça, c'est clair. Et dans nos propositions, nous donnons des détails que nous leur réservons pour qu'ils voient comment c'est vraiment l'intérêt des... Pourquoi vous le réservez à la primaire? Le peuple doit savoir le moment où vous en parlez. Mais nous en parlerons, nous ferons de la communication pour cela. Je n'ai pas le temps ici de parler de tout ça. Vous reviendrez encore sur le plateau de Nouvelles Donnes pour la non suite, seulement ça, nos papiers sont publics. Moi, je ne suis pas de la conception selon laquelle la politique est secrète. Vous avez des choix, il faut les cacher. L'autre, c'est l'ennemi, il va faire quoi? Mais la politique, c'est communiquer ce que vous pensez de la situation, vous proposez ce que vous croyez être capable pour changer en bien cette situation. Comme vous le faites. Et vous demandez à la population de vous faire confiance et de vous élire. C'est ça la politique. Mais si vous cachez tout ce que vous n'avez rien à montrer, vous voyez, si quelqu'un vous dit non, moi, il n'a rien à montrer. Donc ça, c'est pas un problème. Alors là, on nous a dit, ce matin quand j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit, mais vous venez, alors qu'il y a une initiative pour réformer la CENI,
Moi, je dis oui, la CENI est à réformer, ok. Mais dans le cadre de la réforme de l'État, je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas prendre un élément de l'État qui n'existe pas, et vous voulez consolider cet élément-là. Il va reposer sur quoi? Donc réformer la CENI, au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas une urgence pour vous, hein, selon votre conception. Mais ça peut se faire, même la réforme dont nous parlons ici, elle peut toucher la CENI. Elle touchera la CENI. Mais c'est d'abord la réforme de l'ossature, même de l'édifice. C'est dans l'édifice qu'il y a les différentes chambres. Vous avez une maison en ruine, vous allez améliorer, préserver votre chambre à coucher. Demain, elle ne sera pas parce que toute la maison va s'écrouler. Et elle ne sera pas parce que la maison n'existe pas. Vous ne pouvez pas construire une maison sans qu'il y ait les fondations solides. Et les fondations pour l'état de droit, pour une bonne CENI, c'est l'État d'abord. Voilà pourquoi nous disons ça. Nous ne sommes pas contre. Mais s'apaisantir sur la CENI aujourd'hui, c'est un faux débat. La CENI ou autre chose, c'est une erreur. C'est pas seulement la CENI. Mais il y en a qui disent on va modifier le mode d'élection des gouverneurs. C'est un épiphénomène. Il faut aller plus loin. Et c'est en réformant l'État qu'on va trouver effectivement qu'il faut toucher à ça aussi. Et moi je dis effectivement qu'il faut toucher au mode d'élection des gouverneurs. Il faut y toucher. Parce que là, on a dit, comme c'est la corruption, on va aller. Mais qui ne savait pas, qui n'avait pas prévu que ce sera un marché? L'élection des gouverneurs, c'est un marché. Attendez, alors, professeur, la solution, non, vous le savez bien, on ne va pas entrer dans les détails. Oui. Vous êtes un grand observateur et depuis longtemps. Vous savez bien que c'est un grand marché ouvert. Et nous avons des propositions pour que les gouverneurs soient élus d'une manière saine et sereine et qui ne donnera lieu à aucune tentative de corruption. Aucune tentative de corruption. Et vous êtes en train de préconiser une nouvelle, parce qu'on en parle et toujours, on en parle depuis longtemps, refondation de l'État congolais. Mais c'est cela. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cela parce que d'abord, au départ, il y a le péché originel, c'est que l'État congolais est un État imposé. Ce n'est pas notre État. Comme tout État colonial d'ailleurs dans les différentes colonies, anciennes colonies, c'est un État imposé. Et on nous a dit, on vous l'impose dans le cadre de cette démocratie dont on nous a donné tous les éléments en disant c'est la démocratie universelle. Mensonge. Ce n'est pas la démocratie universelle. C'est la démocratie telle qu'elle a été maintenant non seulement conçue, mais appliquée et comme elle a subi les différentes expériences occidentales, pas la nôtre. Au profit de l'Occident en fait. Au profit de leur population. Alors faisons comme eux. À l'origine, les Américains, ils se décolonialisent de l'Angleterre, ils les regardent, ils voient les problèmes qui vont se poser à eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Cherchons les solutions à ces problèmes. C'est comme ça qu'ils font leur constitution. Ils n'ont pas fait un cliché, régime présidentiel, ils ont fait, et jamais ils n'ont prétendu que ce régime soit applicable à tous les autres. Ils n'avaient pas cette prétention-là. Ils ont fait la constitution pour résoudre les problèmes qu'ils ont identifiés chez eux. Les Britanniques, pareil, les Français, la même chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays sont des régimes parlementaires. Ça pose problème parce que notre constitution est calquée sur la leur. Mais oui, sur beaucoup de points de vue, ce n'est pas notre constitution, nos manières même de concevoir la politique. La loi fondamentale, c'est notre première constitution. C'était une loi belge. C'était une loi belge. Hein? La changer celle-là. Hein? C'était une loi belge, oui. Votée par le Parlement belge, promulguée par le roi des Belges et imposée au Congo, avec tout ce qu'il y a là-dedans. Mais voilà que ce roi des Belges là nous dit dans son discours pitoyable là, mais quelque chose de bien. Il y a 60 ans du 30 juin. La seule chose qu'il faut retenir de ce discours, c'est que la Belgique vient de vous léguer la démocratie et les institutions. Mais adapter ces institutions à vos réalités et à vos besoins pour qu'elles soient pérennes, pour qu'elles soient durables et efficaces. Il était sincère?
Mais il donne un conseil. Moi, j'ai pas besoin, je ne dois pas faire de la psychologie de Baudouin. Je vous dis, ou de la psychanalyse. Tout ça a été que le transfert des compétences, mais c'est eux qui tirent les ficelles jusqu'à ce jour. Mais à vous de ne pas vous laisser tirer. Mais il a donné un conseil quand même. Moi, je dis, de tous les délires qu'il a débités, il y a au moins ça que nous aurions pu mettre en application. Et nous avons maintenant l'occasion, nous la provoquons au niveau de faire table rase de cette constitution. À travers des réformes que vous préconisez. Aujourd'hui, cette conception qu'on nous dit universelle, c'est quoi? Vous gagnez les élections, vous exercez seul le pouvoir. Les autres, ils font quoi? Ce sont des Congolais comme vous. Vous avez gagné les élections avec 51%. Vous exercez à vous seul les 100% du pouvoir. Pour quelle raison? Je dis ça d'une manière un peu terre à terre. C'est ça qui est à l'origine de l'opposition, hein? Non, on va dire. Mais c'est exactement cela. Parce qu'il n'y a pas d'idéologie ici. Il n'y a pas de si les uns sont laissés sur les côtés... Sur le bord, mais il est clair qu'ils ne seront pas derrière, qu'ils ne vont pas appuyer. C'est pour cela que... Ils vont vous combattre. Vous savez, le président malien, oui. Jusqu'hier encore, il appelait à l'Union nationale. Il appelait à un gouvernement d'union nationale. Il a été élu, il était majoritaire. Il appelle à l'Union nationale. Pourquoi? Notre président, comme tous les autres d'ailleurs, dans son premier discours d'investiture, il va dire, il tend la main à tous nos frères. Oui. Pourquoi il tend la main? Et les frères auxquels il tend la main, beaucoup sont prêts d'y répondre immédiatement. Bon, ils attendent encore un peu. Mais au fur et à mesure, ils font toujours des appels du pied pour répondre à cette main tendue. Ça montre que c'est fondamental, c'est dans la chair, dans l'ADN. Et que effectivement, et c'est bien qu'ils aient cette volonté de tendre la main et d'y répondre. C'est bien. C'est ça la garantie de l'unité nationale. Nous développons ces choses d'une manière très simple. Alors, quand nous disons il faut cette réforme, ce matin j'entends, on est en train de nous insulter. Ah bon? Ceux qui ont voulu la CENI, nous ne sommes pas contre la réforme de la CENI. Les réfractaires à votre initiative? Nous ne sommes pas contre, mais ils sont réfractaires, qu'ils se taisent. Chaque Congolais, mais comment un Congolais peut, en démocratie, soi-disant, interdire aux autres Congolais de réfléchir et de dire ce qu'ils ont à dire? Et j'ai trouvé que c'était tellement bas que nous n'allons pas nous agiter. Ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Notamment, vous êtes pro-FCC. Vous êtes pro-FCC. Non, c'est pas une insulte. Vous dites que quelqu'un, il est pro-ceci, lui, il est pro-quoi? On peut aussi dire des histoires sur le pro, il est. Non, c'est pas ça. Non, ils nous ont dit, par exemple, nous sommes des périphériques, nous ne comptons pas, nous n'existons pas, etc. Nombrilistes. Les nombrilistes, ils sont eux. Quand on les voit, beaucoup de gens les connaissent en disant celui-là vraiment et tout ça. Nous sommes des gens, on peut dire, qui ne sont pas en vue. Nous ne pouvons pas être nombrilistes. Mais vous travaillez. La personne qui nous insultait, je ne sais même pas d'où elle sort, elle n'était pas dans ce groupe. Le groupe est de 13, on ne l'avait pas vu là-dedans. Bon, là, il débarque. Sa première sortie, c'est contre nous. Moi, je lui laisse la responsabilité de leurs propos, pas seulement ses propos, de leurs propos et de leurs insultes. Ça montre tout simplement que quand on donne des coups en bas de la ceinture, c'est qu'on n'a plus d'arguments. C'est un professeur qui parle. Non, on n'a plus d'arguments. Juriste, professeur d'université des droits. L'argument des faibles, l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument. Et nous n'allons pas, à ce titre-là, répondre. Ils veulent nous barrer la route, mais ça, je ne vais pas dire que c'est de bonne guerre, mais c'est la manière congolaise d'ailleurs de faire la politique. Ça m'aurait étonné que jusqu'au bout, ils nous laissent tranquilles. Vous n'êtes pas glacé avec ces gens, ce que vous appelez les insultes, hein, en dessous de la ceinture. Vous n'êtes pas glacé, vous n'êtes pas... Moi, personnellement? Votre groupe des Non, non, du tout. Vous n'êtes pas douché? Non, ça nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Ah oui, on ne nous aurait pas attaqué si nous n'étions pas sur la bonne voie. Et là, ça nous donne encore plus de courage. Et on jette la pierre quand
Un arbre qui porte du fruit. Voilà. Et donc ça ne nous fait absolument rien, mais qu'ils arrêtent d'insulter les gens. C'est pas un argument. Ça montre pas de bonne manière, ni non plus un esprit démocratique. Bon, vous en appelez à des réformes constitutionnelles, les fondements de votre initiative, aller dans le sens d'une vraie coalition. Professeur Mampouya, c'est un travail de fourmi, ça. Mais ça peut se faire très vite. Ah bon? Très très vite, avec la bonne, quelle manière? La bonne foi, la bonne volonté. Est-ce que vous avez déjà entendu... Quelle est votre recette pour que ça aille très vite? Non, c'est très simple. Est-ce que vous avez déjà entendu que le comité de suivi s'occupant du partage s'est bloqué définitivement un jour? Non. Ils arrivent toujours... On se regarde en chaîne de faïence. Non, ils arrivent toujours à débloquer parce qu'ils vont continuer le partage. Qu'est-ce que vous dites là, quelle chaîne de faïence? Ils vont continuer le partage. Et ils l'ont dit de partage. Quand vous dites partage des postes. Oui, des responsabilités. On dit poste partage des responsabilités. Je dis c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la chose fondamentale. Ce n'est pas ça une coalition. C'est l'un des bénéfices de la coalition. Mais le grand bénéfice de la coalition doit être celui-ci, fournir un cadre de travail commun, des coalisés, si on peut dire, pour qu'ils forment une force, qu'ils prennent sur eux d'assumer qu'ils sont la majorité qui gouverne et que la responsabilité leur est attribuée et imputable à eux tous. Ils en sont comptables. Ils sont comptables de ce qu'ils font ensemble. Donc s'ils réussissent, tant mieux pour nous et tant mieux pour eux, parce qu'ils auront réussi, ils pourront présenter un bilan positif au peuple. S'ils échouent, c'est tous les deux, c'est toute la coalition qui aura échoué. Donc que ceux qui attisent d'un camp ou d'un autre, qui attisent les antagonismes, que cela se taise. Il faut que les gens sensés des deux groupes les fassent taire. Et que ils en ont les moyens. Les gens raisonnables, ils ont les moyens. C'est pour cela que moi je dis, nous avons dans notre document félicité le président de la République et son prédécesseur pour avoir eu cette idée-là. Parce que c'est génial. C'est génial. Ça va dans le sens de ce que nous nous proposons comme forme même de notre État, de notre conception de l'État demain. Pour le futur. Oui, pour le futur. Que toutes les forces représentatives, je ne vois pas pourquoi, je vais me dévoiler, je ne vois pas pourquoi, après les élections, le PPD, l'UDPS, l'UNC, le MLC, le PALU, peut-être la FDC, ayant une représentativité électorale significative, ne peuvent pas se mettre ensemble pour diriger ce pays et concevoir ensemble les politiques qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous pensons que c'est faisable et ça peut se faire très vite. Dès qu'ils décident de structurer la coalition, celle-ci va être c'est non seulement une matrice. Vous ne vendez pas du vent, hein? Pour les formes, c'est pas seulement une matrice pour concevoir les réformes et tout ça, c'est également un moteur d'action pour que cela se mette en place. Ça peut se faire en très peu de temps, y compris cette réforme de la CENI, mais qui ne peut que qui polarise l'attention aujourd'hui précocement et pour rien. Parce que vous ne pouvez pas réformer, restaurer un élément d'un ensemble qui est pourri. Okay. Vous ne pouvez pas faire ça. Okay. Donc, vous voulez le réformer, ok, prenons cet ensemble-là, réformons-la, et ce faisant, on aura réformé l'élément que vous vouliez viser. Voilà ce que nous disons. Je le dis là très simplement, je n'ai pas besoin de les insulter, parce que nous avons des arguments. Mais ils ont mis malheureusement une personne qui n'avait pas d'argument et qui s'est mise à nous insulter. Ça, c'est vraiment pitoyable de la classe politique congolaise. Bon, on va se quitter par là, professeur Mampouya. Merci d'être venu nous voir ce soir en plateau des Nouvelles Donnes. Très prochainement, vous devriez, j'essaie de m'exprimer comme ça, venir, parce qu'il y a beaucoup d'autres détails que vous n'avez pas livrés au grand public aujourd'hui. Alors ceux qui viennent de prendre l'antenne, ça se résume à quoi ça se résume à votre initiative? Que les membres de la coalition s'assument comme coalition qui gouverne, la majorité qui gouverne, et donc responsable de ce qui va se passer, du bien ou du mal du peuple congolais. Parce que ce sont eux qui gouvernent. Et pour cela, qu'ils s'organisent, qu'ils mettent en place les cadres de leur action conjointe. Parce que nous allons les juger ensemble.
non pas séparément. Deuxièmement, que parce qu'ils auront ce cadre-là, qu'ils conçoivent d'ores et déjà. Certaines réformes, nous avons dit, elles sont graduelles, par étapes, mais elles doivent être déjà conçues, ressenties, et qu'ils commencent donc cette réforme-là, autant que possible, déjà inclure l'idée qu'il faut arrêter le mimétisme qui nous a caractérisé jusqu'à présent. Avant, il nous a été imposé en 1960. Aujourd'hui, c'est nous qui le voulons par paresse intellectuelle, parce que nous ne voulons pas faire des recherches qui puissent faire que les institutions que nous allons mettre en place soient en adéquation avec nos aspirations, avec nos manières de voir. Je vais vous faire rire. Lorsque il y avait des tractations pour la formation du gouvernement, ça traînait. Un ami a une ferme à Maluku. Il y va habituellement, il achète du poisson auprès des fermiers qui sont des pêcheurs qui sont ses voisins. Un jour, il y arrive, il dit, mais déjà 2 semaines, j'arrive, il n'y a pas de poisson. Non, pas poisson, bis et basiliki. Je dis, mais comment basiliki? Ben non, il y a et je dis, non, ça fait rire, mais oui, voilà. mais c'est très profond. Je dis pour faire rire que même nos poissons sont, pour qu'on soit d'accord, même nos poissons. Et quand vous êtes dans la rue, pendant tous ces trucs-là, notamment avant, ils n'arrivaient pas à former le gouvernement, les gens disaient, mais Bango paye, il faut Batika, il faut pas ça là, pourquoi, etc. Tout le monde était impatient pour que Bayokana, c'est ça le problème, qu'ils s'entendent, et ils peuvent s'entendre. Et nous leur disons aujourd'hui, entendez-vous, parce que vous serez ensemble responsables, ne vous jetez pas des bâtons, des pots de banane, pour que l'un de vous tombe. Demain, on ne va pas juger celui qui est tombé ou celui qui est resté, on va juger le tandem FCC-Cash. Voilà, professeur Mambouya, très profond. Ce que vous venez de nous raconter depuis le début de l'émission, le fondement de votre initiative, la dynamique pour la consolidation des acquis démocratiques en République démocratique du Congo. Merci encore. Je vous remercie. Passer ce soir en plateau de Nouvelle Donne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer et à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. Où que vous soyez à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle planétaire. Merci de nous avoir regardés depuis le début. Je vous dis à très vite. Bonsoir. Chez vous.